Après ce premier épisode qui était consacré à l'analyse des aspects financiers du club, là je voulais me consacrer au mercato, toujours pour la chaîne Prespi Shadow. Abonnez-vous. Récapitulatif des transferts, depuis que Pablo Longoria a pris le contrôle du club, basé sur des sources de Transfermarkt principalement. Il s'agit du coup de la meilleure source à ma connaissance pour ces informations-là. C'est toujours des informations qui sont incomplètes. On sait que les qualités des informations concernant les transferts et les salaires des joueurs sont assez mauvaises. Toujours à prendre avec des pincettes, mais je trouve que l'analyse mérite d'être faite quand même. Alors on va comparer un peu la période de Jacques-Henri Hérault, qui avait donc laissé une masse salariale de 118 millions d'euros, avec celle de Pablo Longoria, qui l'a laissé augmenter à 122 puis 135 millions d'euros pour les années pour lesquelles la comptabilité est disponible. Et puis on va essayer d'estimer un peu ce qui peut en être pour les années suivantes. Le pourcentage de masse salariale a baissé de 99 à 57%, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Il s'agit d'un rappel des informations sur la masse salariale que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Donc, concernant les recrutements de 2020-2021, on a fait deux bons coups en recrutant des joueurs gratuits, Papgay et Yuto Nagatomo, qui méritent d'être soulignés cette année-là. On a aussi eu des joueurs qui sont arrivés en prêt avec option d'achat pour ce qui concerne Arkadiusz Milik, Leonardo Balerdi et Paul Lirola, et des joueurs qui sont arrivés en prêt sans option d'achat comme Michael Cuisance et Olivier Ncham. On a aussi eu des recrutements à des tarifs assez raisonnables par rapport au marché, comme Luis Enrique et Alvaro González. Vous verrez que je ne les ai pas soulignés. Ça ne mérite pas spécialement de dire si ça a été des bons ou des mauvais coups. En tout cas, on a fait deux bonnes affaires là. Papgay et Yuto Nagatomo, a priori, c'était plutôt des bonnes affaires pour ce qui concerne les recrues. On a aussi des joueurs qui sont en retour de prêt, comme Christopher Roquia et Konstantinos Mitroglou. Quand vous verrez que j'entoure en gris, c'est parce que c'est des joueurs dont les transferts ne sont pas vraiment significatifs, dans la mesure où c'est des allers-retours ou des choses comme ça. Pour ce qui est des ventes, on a donc la meilleure vente de l'année en ce qui concerne Morgan Sanson avec 15 millions d'euros. On a aussi Bounassar qui a été une assez bonne vente pour 10 millions d'euros juste en dessous. On a des départs gratuits de Konstantinos Mitroglou et Grégory Serti qui s'apparentent à des accidents industriels et de Florian Chabrol qui rejoint la liste des joueurs de centre de formation qui quittent le club gratuitement. C'est une mauvaise habitude du club. Marley Ake, lui, il n'est pas parti gratuitement, mais le transfert est quand même assez suspect. Il est valorisé à 8 millions d'euros dans le cadre d'un échange avec Franco Tonga, qui n'apparaît d'ailleurs pas dans les recrutements, bizarrement, dans le listing de Transfermarkt. Marley Ake, c'est un joueur qui ne mériterait pas d'être valorisé à ce prix-là, donc un transfert assez suspect. On a aussi des joueurs qui sont partis en prêt à des conditions assez décevantes. Nemanja Radonjic, Maxime Lopez et Kevin Strootman, où on touche à peine de quoi payer leur salaire ou pas tout à fait. Globalement, une année pas très active et pas très satisfaisante sur le marché des transferts, malgré la participation en Ligue des Champions, mais sur fond de Covid, donc une année très bizarre. 4 recrues, dont un titulaire, en l'occurrence Arkadiusz Milik, voire Alvaro González potentiellement. 5 prêts, dont 3 en prêt option d'achat. 2 départs plutôt bien négociés, celui de Sanson et celui de Bounassar. Et un impact net de 19 millions d'euros. Alors je vais m'arrêter sur cette histoire d'impact net 2 minutes. L'impact net, c'est quelque chose que je calcule en tenant compte de la valeur marchande totale des arrivants, auquel je soustrais la valeur marchande totale des départs pour voir si notre effectif s'est amélioré ou pas. Donc là, en l'occurrence, notre effectif a progressé d'une valeur de 4 millions d'euros. Et on a dépensé cette année-là 15 millions d'euros. On a reçu cette année-là 15 millions d'euros de plus que ce qu'on a dépensé. Donc au total, on a un impact net de 19 millions d'euros, puisqu'on a reçu 15 millions d'euros et qu'on a amélioré la valeur de 4 millions d'euros.
Pour ce qui concerne la variation des salaires pour cette saison-là, en 2020-2021, donc là on a les données comptables, on va s'y retrouver le plus près possible avec les informations qu'on a. Donc vous voyez qu'on a deux titulaires, six joueurs de rotation qui sont arrivés. On a deux titulaires et un joueur de rotation, trois joueurs de rotation qui sont partis, 3 joueurs de rotation qui sont partis en prêt aussi. Alors j'ai compté le départ de Kevin Strootman comme un départ de joueur de rotation parce qu'en fait on a en fait à peu près la moitié ou un peu moins de la moitié de son salaire qui est pris en charge par le club auquel il est prêté. Et du coup à ce stade-là, je considère qu'on a économisé l'équivalent d'un joueur de rotation et pas d'un titulaire. Donc ça nous fait 2 titulaires recrutés, 6 joueurs de rotation, une estimation de 32 millions d'euros d'augmentation de masse salariale, compensée par 2 titulaires et 6 joueurs de rotation qui ont quitté le club, ce qui nous fait 28 millions d'euros à peu près de masse salariale économisée, ce qui explique la différence de 4 millions d'euros dans la masse salariale qu'on retrouve dans la comptabilité. Si je regarde les recrutements de 2021-2022, là, on voit qu'on a les recrutements de Gerson, Paul Lirola et Leonardo Balerdi qui sont des transferts onéreux à plus de 10 millions d'euros. On a aussi les prêts de Paul Lopez et Cengiz Under avec option d'achat, Matteo Guendouzi, William Saliba et Amin Harit sans option d'achat, même si on finira par recruter Matteo Guendouzi et Amin Harit. On a des recrutements gratuits, alors plutôt malins, avec Samuel Gigot, Bamba Dieng, Cédric Bakambu, Sead Kolasinac et Oussama Targaline. Là, globalement, ça se passe plutôt bien sur ces transferts-là. Des joueurs aussi à prix de marché, comme Juan Pérez et Conrad de la Fuente. Des joueurs aussi en retour de prêt, comme Maxime Lopez, Nemanja Radonjic, Kevin Strootman, Dario Benedetto, Amadou Dia et Mohamed Abdallah. Du côté des ventes, on a 3 joueurs qui sont vendus pour des tarifs très faibles, entre 1 et 3 millions d'euros, Dario Benedetto, Maxime Lopez et Hiroki Sakai. On a aussi des départs gratuits, Florian Thauvin, Valère Germain et Saïf Eddine Khaoui. On a des prêts à des conditions peu satisfaisantes où on prend en charge une grosse partie du salaire avec Jordan Amavi et Kevin Strootman. On a des joueurs qui repartent à l'issue de leur prêt, comme Michael Cuisance ou Olivier Ncham, des joueurs comme Leonardo et Balerdi ou Paul Lirola dont les prêts s'achèvent et sont transformés en des achats, Yuto Nagatomo et Yohan Pelé qui mettent fin à leur carrière, ou en tout cas pour ce qui concerne Yuto Nagatomo, sa carrière européenne, Amadou Dia qui quitte le club, Lucas Perrin qui part pour un petit montant, Nemanja Radonjic qui part en prêt, comme l'année précédente, donc ça fait pas vraiment de grosse différence. Dans l'ensemble, ça nous fait 8 recrues, dont 5 titulaires, encore pas mal de mouvements. 5 prêts, dont 2 prêts avec option d'achat cette fois. 6 départs, tous mal négociés. Et un impact net de 18 millions d'euros, plutôt favorable dans l'ensemble. Longoria continue à chercher à faire des bonnes affaires. En ce qui concerne la masse salariale 2021-2022, pour lesquelles là on a toujours les informations comptables qui nous disent qu'elle s'élève à 135 millions d'euros, on essaie de retrouver un peu d'où vient la différence. On voit que là, il y a 9 joueurs qui sont arrivés, pardon, 8 joueurs qui sont arrivés avec des contrats d'une type titulaire, 2 joueurs qui sont arrivés avec des contrats de rotation, 3 joueurs qui sont partis avec des contrats de titulaires, 3 joueurs qui sont partis avec des contrats de rotation, plus 2 qui ont mis fin à leur prêt, un en ce qui concerne Jordan Amavi qui part en prêt pour le coup avec un salaire de rotation, un peu le même calcul que Strootman, il a probablement un salaire de titulaire, mais on se débarque uniquement de la partie rotation de l'effectif puisque c'est sa première année en prêt et qu'on en garde une partie à notre charge. On a donc 8 titulaires et 2 joueurs de la rotation qui rejoignent le club pour à peu près 49 millions d'euros d'augmentation salariale, compensé par environ 36 millions d'euros de départ, composé de
3 titulaires et 6 joueurs de la rotation, 13 millions d'euros d'augmentation de masse salariale, expliqué comme ça. En 2022-2023, on continue. Alors là, c'est la foire d'empoigne. Il y a encore plus de titulaires, il y a encore plus de transferts que les années précédentes. On voit qu'il y a beaucoup de transferts, là pour le coup, 6 transferts à plus de 10 millions d'euros. Ça doit être un record pour l'Olympique de Marseille, avec notamment le transfert de Vitinha, celui de Verretou, celui de Pau Lopez. 3 transferts qui ont déjà donné lieu à des départs du club, Cengiz Under, Matteo Guendouzi et Luis Suarez, qui donnent une idée de l'instabilité chronique de ce club, où vraiment on retrouve déjà très peu de joueurs en 2022-2023 qui étaient là avant l'arrivée de Pablo Longoria. Et ce sera encore pire pour la saison 2023-2024, où finalement on ne retrouve pratiquement plus que 3 joueurs de Sampaoli qui étaient là 2 ans auparavant. Pour ce qui concerne les recrues, on a aussi 2 joueurs quand même qui arrivent en transfert gratuit, des joueurs importants, des super bons coups. Chancel Mbemba et Alexis Sanchez font l'unanimité au moment de leur arrivée en tout cas, comme étant des super bons coups sur le marché des transferts. On a aussi des joueurs qui arrivent en prêt, Ruslan Malinowski, Tavares, Harit, Caboret et Ruben Blanco. On a Eric Bailly qui arrive en prêt avec option d'achat. On a des joueurs qui sont en retour de prêt, que je vous ai encadré ici. On a des départs. Gerson, le seul départ à plus de 10 millions d'euros dans le lot. On a quelques départs gratuits ou très insatisfaisants comme Arkadiusz Milik, Boubacar Kamara, Cédric Bakambu, Alvaro González, Steve Mandanda ou Samatar Galin. Je m'arrête en particulier sur la perte d'identité du club avec les départs de Steve Mandanda et Boubacar Kamara, peut-être dans une moindre mesure un joueur comme Alvaro González qui pouvait aussi l'incarner. On a des déceptions à ce niveau-là. On a pas mal de joueurs qui partent en prêt avec des volontés probablement de faire partir certains d'entre eux. Fab Gay, Luis Suarez, Paul Lirola, Jordan Amavi, Conrad de la Fuente, Luis Enrique, Isaac Touré, Nemanja Radonjic, Kevin Strootman et Oussama Targalin. On retrouve parmi ces noms-là certains des joueurs qui avaient été recrutés à peine une année auparavant. Dans certains cas, on est à peine en train d'exercer leurs options d'achat, on est déjà en train de chercher à les revendre. C'est encore une fois un signe de l'instabilité chronique de ce club qu'on va retrouver à pratiquement toutes les saisons. Avec du coup l'arrivée d'Igor Tudor cette année-là pour entraîner le club. 12 recrues, 9 titulaires recrutés cette année-là. 6 prêts, dont 3 avec option d'achat, 6 arrivées à plus de 10 millions d'euros. Un impact net de plus de 36 millions d'euros avec toujours la recherche du bon coup pour servir un effectif pour Igor Tudor qui devra jouer la Ligue des Champions, mais qui n'ira pas très loin dans cet exercice comme on le sait. En ce qui concerne la variation de la masse salariale, ben là on voit que le club prend en charge quand même, a priori, 6 gros salaires de titulaires en plus, auxquels viennent s'ajouter au moins 7 joueurs, dont certains en prêt, qui sont plutôt des joueurs de rotation, donc avec des salaires un peu inférieurs. On a des ventes, on voit qu'il y a notamment les départs de Gerson et Douye Chaitatsar qui allègent un peu la masse salariale du côté des titulaires. On a aussi Milik, Kamara, Bakambu, Alvaro González et Mandanda qui avaient tous des assez gros salaires. William Saliba qui était en prêt mais qui malgré tout avait un bon salaire quand il était à l'OM. Ça allège la masse salariale. On a aussi des joueurs un peu de rotation qui allègent un peu la masse salariale comme Bamba Dieng et Louane Perech. Et puis des joueurs qui partent en prêt, qui sont plutôt des joueurs de rotation aussi, comme Pape Gay, Luis Suarez, Paul Lirola, Conrad de la Fuente, Luis Enrique et Isaac Touré. 6 titulaires et 8 joueurs de rotation qui arrivent au club, ça nous fait une estimation de 60 millions d'euros pour l'augmentation de la masse salariale, qui est compensée par à peu près le même genre de montant, 63 millions d'après ma meilleure estimation, qui nous aura une masse salariale de 132 millions d'euros, en baisse de 3 millions d'euros par rapport à la saison précédente. En
2023-2024, donc la saison en cours, l'arrivée de Marcelino pour remplacer Igor Tudor provoque encore une fois un bouleversement de l'effectif, avec le recrutement de 4 joueurs de plus de 10 millions d'euros. Ruslan Malinovski, c'est l'exercice d'une option d'achat qui est immédiatement transformée en un prêt avec option d'achat, puisque le joueur sera tout de suite poussé vers la sortie à peine son option d'achat exercée. On a aussi des joueurs plutôt dans la catégorie des bons coups, avec Amir Murillo, Ruben Blanco, qui apporte franchement pas beaucoup de garanties. Bamo Meite, qui est quand même un joueur qui a fait quelques coups d'éclat en Ligue 1 et qu'on attend à ce niveau-là. Et Pierre-Emerick Aubameyang, qui pour le coup a de belles références et qu'on est content d'accueillir au club. Mais en tout cas des joueurs pour lesquels on n'a pas payé très cher, donc peuvent s'avérer des bons coups sur le plan financier. On a un prêt avec option d'achat concernant Joaquín Correa, qu'on attend de voir à plus haut niveau avec l'Olympique de Marseille. Un joueur qui a été recruté plutôt pour jouer milieu gauche a priori, alors qu'il joue plutôt deuxième attaquant depuis quelques années. Il faudra voir s'il s'adapte à la fois au club et au poste qu'on lui demande de jouer, mais en tout cas un joueur assez prometteur. On a aussi des joueurs toujours dans la catégorie prêt, retour de prêt. Côté des ventes, on a Cengiz Under qui est le seul joueur à partir pour plus de 10 millions d'euros. Encore une fois, un déficit au niveau des ventes. On a quelques joueurs qui sont vendus à des tarifs à peu près corrects, voire un peu décevants. Ce qui concerne Isaac Touré, si on considère que Bamo Meite c'était un bon coup, ben forcément Isaac Touré c'était un mauvais coup, puisqu'il s'agit d'un échange, mais ça pourrait être aussi deux joueurs qu'on a eu au prix du marché. En l'occurrence, sur Transfermarkt, ils considèrent que Isaac Touré vaut un peu plus cher que Bamo Meite. Donc, dans l'histoire, si c'est un transfert sec, sans compensation, ce qui semble être le cas, il semblerait qu'on n'ait pas forcément gagné au change, d'après Transfermarkt. Le départ de Payet, très décevant, avec son licenciement et le départ vraiment mal géré sur le plan humain par la direction. Un certain nombre de joueurs qui partent en prêt, dont Matteo Guendouzi, qui était franchement un joueur très apprécié des supporters. Ruslan Malinovski, dont on peut regretter qu'il n'a peut-être pas eu autant sa chance qu'il aurait mérité. Et puis des joueurs qui étaient franchement plutôt mis au banc, comme Conrad de la Fuente, Jordan Amavi et Paul Lirola, pour lesquels c'est pas le premier prêt. Des joueurs qui sont en fin de contrat, Kevin Strootman, bon vent, on est content de voir ce joueur quitter le club. Il a vraiment une vie désastreuse toute la durée de son passage au club à Marseille. Kolasinac qu'on regrettera, et Alexis Sanchez, qui était une des vedettes du club la saison précédente et qui vraiment va nous manquer toute la saison. Des joueurs aussi en retour de prêt comme Nuno Tavares, Issa Caboret, Eric Bailly qui n'ont pas forcément donné satisfaction, Ruslan Malinovski qui a fini par repartir au Genoa. Alors lui c'est retour de prêt, exercice de l'option et prêt au Genoa dans la foulée. Un petit peu compliqué à suivre le passage de Ruslan Malinovski qui apparaît 3 fois sur notre tableau. On a des joueurs qui ont plutôt bien performé et qu'on va espérer revoir à haut niveau en ce qui concerne Unai et Harit qui reviennent de blessure, et un effectif quand même plutôt intéressant pour la saison 2023-2024 avec encore énormément de mouvements. 9 recrues dont 7 titulaires, un prêt avec option d'achat. Cette année on en a fait beaucoup moins que les années précédentes. 4 arrivées d'une valeur supérieure à 10 millions d'euros encore. Et un impact net de moins 35 millions d'euros. C'est la première année sous Longoria que l'effectif s'appauvrit légèrement pendant ce mercato. Alors il s'appauvrit surtout parce qu'en fait on a dépensé 41 millions de plus que ce qu'on a encaissé, et que la valeur des joueurs qu'on a recrutés ne dépasse que de 6 millions la valeur des joueurs qu'on a laissé partir. Donc c'est ça c'est là qu'on a perdu les 35 millions en fait, quelque part c'est parce qu'on a payé trop cher pour certains des joueurs qu'on a obtenus. Espérons que ça vaille le coup.
Concernant la masse salariale de 2023-2024, donc là, je l'estime à 122 millions d'euros. Si vous voulez un peu suivre le raisonnement, je me base sur la saison précédente, qui était déjà un peu hypothétique. On y rajoute 5 joueurs qui ont été recrutés avec a priori des gros salaires, en particulier Aubameyang et Kondogbia, qui semblent être deux des plus gros salaires du club aujourd'hui. NDI, Lodi et Sarr, a priori, ne sont pas venus non plus pour jouer les seconds rôles. Joaquin Correa, malgré tout, a un assez gros salaire aussi en provenance de l'Inter. On a des joueurs plutôt de rotation, voire même assez bas salaire comme Bamo Meite et Amir Murillo, a priori dans l'effectif. Encore une fois, pas mal de mouvements en retour de prêt, des joueurs aussi qui viennent de la réserve. En ce qui concerne les ventes, on a du coup Cengiz Under, Sead Kolasinac et Alexis Sanchez qui avaient plutôt des gros salaires. On a Nuno Tavares, Guendouzi et Malinowski qui sont dans la catégorie qui sont dans la catégorie aussi des salaires de titulaires a priori qu'on laisse partir. Les salaires de rotation, ou en tout cas des demi-salaires qu'on a pu libérer, on a le demi-salaire de Kevin Strootman dont on arrive enfin au bout de son contrat et qui a été libéré. On a Luis Suarez, Isaac Touré qui avaient des salaires plutôt de rotation, Dimitri Payet dont le salaire avait baissé aussi avant sa libération. Issa Caboret, Eric Bailly qui étaient plutôt sur des salaires de rotation aussi à l'Olympique de Marseille. Je crois que dans le cas d'Eric Bailly, l'OM ne prenait pas en charge l'intégralité de son salaire, mais qu'il y avait une indemnité de prêt de 2 millions d'euros qui est prise en compte dans les calculs précédents. Donc c'est pour ça que là je le compte comme un salaire de rotation, les autres 2 millions d'euros compensant son indemnité de prêt. On a donc 6 titulaires qui sont arrivés, 2 joueurs de rotation en équipe première, ça fait encore énormément de mouvements, en plus des joueurs qui arrivent de la réserve ou qui reviennent de près comme François Mugueux, Emran Soglo et Pape Gay. Donc ça fait pas mal de mouvements dans l'équipe. Du côté des départs, on a 6 titulaires et 6 joueurs de la rotation qui sont partis pour une variation nette de à peu près 16 millions d'euros de la masse salariale qui nous amènerait une masse salariale d'à peu près 122 millions d'euros cette saison. En ce qui concerne la comparaison de l'Olympique de Marseille avec d'autres clubs de Ligue des Champions, on peut quand même admirer le travail qui est fait par 3 des clubs français qui sont parmi les 10 meilleurs clubs vendeurs en termes de bilan net des transferts sur une période de 10 ans. On a 402 millions d'euros pour Monaco, 349 millions d'euros pour Lille, 336 millions d'euros pour Lyon. Donc c'est des clubs qui, en bon an mal an, génèrent entre 30 et 40 millions d'euros tous les ans avec leur activité sur le marché des transferts, qui leur permettent d'être actifs et de réinvestir cet argent-là pour faire des coûts, ou éventuellement de l'investir sur de la masse salariale ou des investissements structurels, alors que dans le cas de l'Olympique de Marseille, nous on est sur un bilan négatif de 225 millions d'euros, et donc malgré tout, on a un bilan sportif qui n'est pas meilleur que celui de au moins Lille et Monaco qui ont été champions de France sur cette période-là, et même Lyon qui a probablement rivalisé avec nous malgré leur très bons résultats sur le plan financier par rapport à nous. Quand on regarde aussi donc à l'échelle européenne les pires bilans des opérations de transfert sur 10 ans, on s'aperçoit que certes il y a le Paris Saint-Germain qui a dépensé 1 milliard d'euros, mais que nous, finalement, on n'est pas si loin derrière. Alors vous allez me dire, on a quand même 23 clubs qui ont dépensé plus que l'OM en transfert net sur 10 saisons cumulées. Mais parmi ces 23 clubs, il y en a 12 qui sont qualifiables en Ligue des Champions. En effet, si j'enlève les 10 clubs anglais et le club saoudien qui figure aussi devant l'Olympique de Marseille, je me rends compte qu'en fait, l'OM se retrouve en 13e position devant des clubs comme Naples et l'Atlético Madrid. Si je zoome sur la période depuis le Covid,
Là, je suis sur la période post-Covid, il y a plus que 13 clubs qui ont dépensé plus d'argent que l'Olympique de Marseille depuis 2021. Et en faisant la même analyse, il y a 5 de ces clubs qui sont qualifiables en Ligue des Champions. Tous ces clubs-là que je viens d'effacer, les 7, ils sont anglais ou saoudiens, mais ils ne sont pas qualifiables pour la Ligue des Champions, puisqu'il y a 4 équipes anglaises qui se qualifient pour la Ligue des Champions. Et donc l'OM dépense plus que des clubs, alors c'est un peu ahurissant quand on le regarde comme ça, plus que le Bayern, plus que le Real Madrid, plus que le Barça, plus que Manchester City, plus que la Juventus, plus que l'Inter et plus que le Milan AC depuis que Longoria est au pouvoir du club. Il s'agit bien de la période post-Covid. Si je regarde dans la Ligue Deloitte, en fait, alors Deloitte, c'est un cabinet de conseil qui s'occupe de produire notamment un rapport sur les principaux clubs qui génèrent des revenus dans le football, donc ceux qui ont quelque part la meilleure activité commerciale. Pour entrer dans cette ligue des 20 meilleurs clubs de Deloitte, il faudrait qu'on ait un chiffre d'affaires de 212 millions d'euros ou plus, et vous allez me dire, ben, on en est vraiment très très proche, puisqu'on estime dans la projection financière que vous avez vue dans la vidéo précédente, que l'OM pourrait générer entre 200 et 230 millions d'euros de chiffre d'affaires ces prochaines années, donc être tout à fait éligible pour entrer dans cette ligue. Il y a 7 de ces clubs qui ne sont pas qualifiables en Ligue des Champions, donc encore une fois, on se retrouve à peu près autour de la 14e place européenne, si on s'en réfère à ce tableau-là. En termes de capacité à aller en Ligue des Champions. En se battant comme ça, on doit pouvoir arriver à avoir des résultats intéressants en Ligue des Champions. Donc si je m'en réfère uniquement à des analyses mathématiques et financières, les investissements que je vois, ils sont suffisants pour aller loin, pour atteindre le top 20 européen, pour peut-être aller lutter pour un 8e de finale européen. Une fois qu'on est en 8e de finale, et ben bon an mal an, on peut jouer un quart, une demi, et qui sait, peut-être une fois de temps en temps, gagner un titre. Mais aujourd'hui, on a vraiment un manque de continuité, on a un flou total, des changements tactiques qui font qu'on est obligé de changer de joueur tous les ans, on a des problèmes au niveau de la qualité des investissements qui sont effectués, aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau du marché des transferts, malgré les louanges que reçoit Longoria, notamment comparativement à l'équipe précédente. On ne peut pas ignorer le fait que l'OM n'a pas recruté de pépites, n'a pas fait de ventes magnifiques depuis que Longoria est au club. On n'a pas vu de joueur transcendant qui a été découvert par Longoria pendant cette période-là, qu'on ait payé une bouchée de pain. On a vu des transferts onéreux qui n'ont pas forcément porté de fruits. Donc, on ne peut pas dire que le marché des transferts a été très bien géré par Pablo Longoria. Donc quand je fais le bulletin de notes final, je regarde Pablo Longoria et Javier Ribalta dans un même paquet pour ce qui concerne la direction sportive et l'utilisation des ressources qui leur sont confiées par Franck McCourt. Et autant l'équipe de gestion précédente, notamment Jacques-Henri Hérault, méritait vraiment une note proche de 0, puisque aussi bien l'aspect des transferts que les aspects humains étaient mal gérés. Autant du côté de Longoria, il y a de l'idée sur le marché des transferts, il n'y a pas de continuité sur le plan de la tactique et des entraîneurs qui sont choisis. Donc il y a un gros problème de continuité des hommes. Il y a un gros problème aussi de traitement humain de certains départs et un gros problème d'identité marseillaise et d'identité club. Je ne suis pas non plus convaincu que les efforts qu'on nous annonce dans le domaine de la formation sont en bonne voie pour porter des fruits, même si je veux bien donner encore un peu le bénéfice du doute. Mais j'ai l'impression que l'équipe Longoria-Ribalta, à l'heure actuelle, elle ne mérite vraiment pas la moyenne, contrairement à ce que leur espèce de totem d'immunité semble leur offrir. En revanche, en ce qui concerne Franck McCourt, alors on va sûrement dire que je suis le dernier à le défendre, mais en matière de montant investi pur, on peut dire que Franck McCourt, il a joué son rôle d'investisseur, il a mis les sous qu'il fallait. Là où il a sans doute failli et là où il ne mérite sans doute pas, à mes yeux,
d'avoir une note bien plus haute que 10 ou 12, c'est que Frank McCourt a fait des mauvais choix d'hommes. On a vu que le choix de Jacques-Henri Hérault et Zubizarreta était catastrophique pour sa première équipe de management. Et malheureusement, pour ce qui me concerne, je trouve que l'équipe Longoria-Ribalta n'est pas non plus à la hauteur de ce qu'on devrait attendre à l'Olympique de Marseille. Merci d'avoir suivi notre petite vidéo sur la chaîne 13 Speed Shadow. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions, à laisser un commentaire. Likez si vous avez aimé cette vidéo et surtout revenez nous voir pour la prochaine.